Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ici. Donc là, nous sommes en live sur Twitch. Vous savez, si vous savez, donc Twitch, c'est une plateforme de live de vidéo. Et du coup, ce qui vous permet du coup de pouvoir me suivre de manière plus régulière, parce on fait beaucoup de live sur Twitch actuellement. Et du coup, voilà, donc ce soir, ça va être un live qui va être live réaction. Parce qu'il y avait eu un reportage qui parlait justement du secret du château de la Belle au Bois dormant. C'est passé sur RMC Story euh, là dernièrement. Et du coup, on va revenir juste ensemble. Du coup, on fait une réaction sur le live, sur cette vidéo, sur cette émission, ce reportage qui est passé à la télévision il n'y a pas très longtemps. Donc là, nous sommes en live, mais là, bien sûr, vous voyez le replay du live du coup. Et bien sûr, la prochaine fois, si lors d'un prochain live du Twitch, vous pouvez bien sûr me rejoindre voilà, sur la plateforme. Et voilà, donc je vous mets, je vous réaffiche le lien de la chaîne, voilà, de la chaîne Twitch, il est ici. Comme ça, vous voyez le lien de la chaîne ici, le nom. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors, on va démarrer. Alors, du coup, ça y est, c'est parti. Oui, 100 bits ne veut pas dire 100 euros. Oui, bien sûr, Seb. Ça veut dire, ça fait tout 2 euros à peu près. Je ne sais plus combien ça fait. Mais voilà. Allez, on y va. Disneyland Paris, les secrets du château. C'est parti. Alors, vous me dites le son si vous entendez le reportage. Non, c'est bon. Depuis 30 ans, Disneyland Paris émerveille tous les passionnés de Mickey, les petits comme les grands. Chaque année, le parc attire plus de 15 millions de visiteurs, ce qui en fait le site français le plus fréquenté devant le Louvre. Première destination touristique en Europe pour ceux qui... Ah, petit son pour la vidéo. Attends, je vais monter le son. 22 km². C'est bon le son, vous entendez bien? Dans le pays le plus attractif au monde au niveau touristique, ça vaut de l'or. La magie de Disneyland, c'est de proposer à toutes les générations de revenir en enfance. Pareil. Royaume des princesses et des personnages enchanteurs, Disneyland fait figure d'exception dans le monde des parcs à thème. Attends, je vais regarder. C'est l'endroit le happiest in the world, l'endroit le plus heureux du monde. Disneyland est un endroit où l'impossible est devenu possible. La raison d'être de Disney, c'est informer, divertir et inspirer le monde entier. Pays de la démesure, Disneyland Paris, c'est 7 hôtels, 65 restaurants. Alors, le monsieur Moustache, c'est une personne de chez Puissance Park. 17 000 employés et 14 heures de spectacle vivant par jour. Voilà. Une industrie du rêve qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Disneyland, c'est vraiment le temple du rêve et de la consommation. La consommation, ouais. L'idée de génie, en fait, de je l'adore, lui. le parc, J'adore proposer François des Durper. attractions différentes Son journaliste à toutes les générations. des États-Unis, de chez BFM TV. Le côté irréel, surréaliste que l'on vit quand on est dans un parc Disney fait qu'un parc Disney sera toujours extraordinaire, exceptionnel comme expérience, et c'est pour ça que Disney restera Disney. On dit souvent copier, mais jamais égaler. Mais s'il y a bien une chose qui est au cœur de toutes les J'ai attentions, oublié de mettre une story sur celle Insta. que tous les visiteurs rêvent d'immortaliser avec leur smartphone, c'est bien entendu le château de la Belle au Bois dormant. Vous pouvez commenter. C'est le bien château sûr, de on est là pour Disneyland commenter qui et pour incarne à réagir. lui seul le parc. Avec ce château, on est, je trouve, immergé tout de suite dans le conte de fées, dans l'univers Disney. Le château de la Belle au Bois C'est dormant. un symbole qu'on appelle un Winnie, c'est-à-dire quelque chose qui attire C'est l'œil. le plus beau château Disney du monde, tout à fait, Sandrine. Avec ses 45 mètres de haut, ses couleurs rose et Le bleu, spectacle de Marvel, je ne l'ai pas vu. le J'aimerais château faire. de la princesse Aurore et du Ouais, célèbre bon, ça dragon n'a rien à voir avec, est avec la l'emblème vidéo. du Hein. parc. C'est l'icône de Disneyland. On peut même juste en faire des ombres, on le reconnaît. Il représente les rêves et l'imagination qui deviennent possibles. Ah, Tom Morris. Toutes ces choses qui sont Tom Morris, associées à qui est le l'espoir, directeur artistique qui a créé à l'optimisme château. et au d'ailleurs. réconfort. Tom Morris.
Pour ceux qui ne savaient pas. Aujourd'hui, à 30 ans, le château de la Belle au Dormant illumine toujours autant le parc parisien. Oui, il est passé au début. Je vois tous les jours à Ah, l'ouverture mais des Tracy gens Act, qui elle est de contournent le retour. kiosque, qui arrivent, qui Vous voient la le connaissez, château, qui font. Tracy Act? C'est un moment magique. Elle travaille à Walt Disney Imagineering Paris. Nous allons vous révéler les Elle secrets s'est de occupée de construction de la cet réhabilitation édifice du que l'on château, notamment. retrouve nulle part ailleurs. Il y a un vitrail qui est tout en haut du château, qui est au sommet, c'est la plus haute tour du château. Cette tour, elle est allumée Voilà, tout on le est temps pour dans le symboliser la sommaire, présence là, du il roi. présente un peu les petites Ce images. château, unique en France et dans le monde, fascine toutes les générations, les fans de Disney comme les amateurs d'art les plus pointus. Le château de la Belle au Bois dormant est en quelque sorte une synthèse de tout le patrimoine architectural français. Franchement, c'est un beau Quel homme franchement, ce alors a eu reportage, j'ai l'idée de bien bâtir un aimé. édifice Franchement, c'est un beau aussi reportage. féerique? Vous allez voir que... De quel célèbre monument les créateurs du château se sont-ils inspirés? Oui, le château gâteau, on va en parler. Les tourelles graciles Le château qui viennent gâteau. orner la façade seraient inspirées d'Azel Rideau. De la même façon, les colonnes arbres à l'intérieur seraient inspirées de J'espère qu'ils en l'église feront Saint-Séverin à Ah Paris. ben, il faut qu'il passe à notre parc, oui, Et éventuellement. oui. pourquoi a-t-il régulièrement attiré les meilleurs ouvriers de la planète et emprunté les techniques les plus poussées? C'est effectivement Juste, un vous m'entendez objet au niveau de la voix? féerique, Je vous un fais objet, juste de vérifier que rêve, quand je comme parle ça, en même temps, mais ça, vous qui a m'entendez bien ou pas? mobilisé énormément de matière, d'énergie, de personnes pour le, Oh, le château fabriquer, gâteau, pour ouais. le construire, pour Non, le l'animer, château gâteau, et c'était aujourd'hui pour 93. l'entretenir. Sandrine. Depuis 30 ans, 93, le château ouais. de la Belle au Bois dormant a été célébré sous Bah, tout toutes à ses fait, ouais. formes. En 1993, quand ils ont fêté le premier Ah anniversaire ben voilà, le de château Disneyland gâteau. Paris, Le c'était château gâteau, il est là. gâteau. Ça n'a duré que quelques temps, le temps de célébrer l'anniversaire. Alors, mais il faut... c'est quelque chose attends, qui a je mets beaucoup sur marqué. pause. Attends. Découvrez alors Attends, il faut préciser un truc sur le château gâteau, c'est que, pour la petite histoire, le château gâteau, il a été... Alors, on était en 93, et je crois que Attends, c'était en 71. Disney World a ouvert en 71, donc je crois que c'était en 95, si je m'abuse, si je ne me trompe pas, 96, pour les 25 ans de Disney World. Du coup, ils ont transféré, je crois, la décoration du gâteau a été mis en place à Walt Disney World. Voilà, pour les 25 ans les 25 ans de Walt Disney World. les incroyables secrets c'est tout pour du la château parenthèse. de Disneyland Paris. Parce qu'ils ont fait un château gâteau pour les 25 ans de Disney World. Allez, c'est parti. Disneyland Paris, les secrets du château. Let's go. Pour les 30 ans du parc, les visiteurs de Disneyland Paris ont reçu un magnifique cadeau. Ah bah oui. La réouverture du château de la Belle au Bois dormant après 11 mois de Si vous travaux. voulez, après, j'irai chercher la photo du gâteau à Disney World. Du château gâteau Disney World. Je crois que ça a vraiment été une très très bonne surprise. Sincèrement, c'est vraiment le château le plus parfait qu'on puisse imaginer pour un parc Disney. C'est une très très grande réussite. Une prouesse réalisée grâce à la collaboration de toutes les équipes du parc Le château. pendant près d'un an. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis un t-shirt Walt Disney World. Il y avait 2 années de préparation. Nos équipes de Voilà. construction Directrice ont fait un artistique Walt travail Disney Imagineering formidable, Paris. Voilà, un c'est ça. travail très Le complexe Tracy pour Act. organiser et réaliser ces travaux. Non, pas en Lego. Non, c'est de la Il y chair. avait des C'est pas du grues, carton il y pâte avait non plus. du hein. personnel C'est avec des du temples, pur et il y dur, le avait château. des hein. outils magiques, Regarde, il y avait plein de regardez, choses qui étaient regarde. placées à l'intérieur du parc. Bon, on va revoir Une la construction rénovation du château d'ailleurs. inédite C'est pour ce impressionnant. colosse de 45 mètres de haut depuis l'ouverture du parc Un en colosse de 45 mètres de 1992. haut. La rénovation qui a duré quasiment toute l'année 2021 est la plus importante que Disney a entreprise depuis la construction Ouais, du ça, parc. tu l'as dit. Il Ouais. fallait que tout ce qu'on faisait était aussi beau, sinon plus, de ce qui était déjà sur place. Ce ravalement intégral, qui a nécessité pas moins de 50 000 heures de travail, est celui de tous les records. Mm. Près de 20 000 ardoises créées sur Tout mesure. a été fait à la main, c'est ça qui est fou. hein. 200 tonnes Tout à la d'échafaudage, main. hein. Enfin, sauf Plus de les 40 000 bruitages feuilles des d'or, toits, mais. toutes posées à la main. Ah, si, il a quinzaine de été bâches pour rénové. permettre Alors, toi, la l'illusion pose de la d'optique bâche, du château. c'était impressionnant. Et des milliers de Si, il a été issus rénové, de tous les mais corps de je veux métier, dire, du jamais vu dans pas l'histoire à de ce Disney. point, pas à ce point comme ça.
C'était un chantier Franchement, c'était énorme. c'était un Le chantier château a colossal. été Un travail entièrement colossal, peint ils ont à la fait. main. Il y a les couleurs de Ouais, base, tout peint à des la main, elle a dit patines, Tracy. c'est un travail énorme. On a fait des peintures à l'intérieur, dans les couloirs, dans les murs, dans les plafonds. C'est Ils des ont fait ça patines, pendant que c'est ils ont dégradé profité des que le parc couleurs. était fermé, Il y justement, avait pour avancer plus plus de vite. 1000 litres de Ça aussi peinture qu'il qui faut ont comprendre. été appliqués Ils par ont fait des le plus gros du artistes. boulot quand On peut le dire parc que était le fermé, en château fait. a bénéficié à peu près des mêmes soins que n'importe quel monument historique, si ce n'est plus. Comme Notre-Dame de Paris, notamment. Donc, ce qui s'est passé, et c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de Disneyland Paris, ils ont fait appel à une société qui travaille pour les monuments historiques. Ça prouve bien que le château Même les a acquis un ardoises, vous certain montez statut sur le, pour là, faire vous montez la sur la cour transformation de profonde, la galerie de la changer Belle les Bois dormant, structures, vous montez sur changer les les, toitures, vous faire voyez en sorte que les toute ardoises, cette comment nouvelle infrastructure soit c'est fait, solide et franchement. puisse résister déjà pour le temps, mais aussi aux On peut futurs les toucher, les spectacles qui ardoises, vont en fait, c'est ça s'enchaîner, qui est... parce que le château en a bien besoin. Moi, je les ai touchés, hein. Franchement. 9 entreprises françaises ont alors été mobilisées pour mener à bien cette restauration. Et parmi elles, certaines se sont même illustrées lors de la rénovation d'édifices, Heureusement qu'il n'y a pas eu de comme la Mistral pour la cathédrale Notre-Dame bâche de des Paris travaux. ou encore le Panthéon. Ah, ça... On avait vraiment des gens qui travaillent que avec des monuments historiques. Donc vraiment des artisans, il y a parmi des meilleurs ouvriers de France, enfin vraiment de très grande qualité. Si la restauration du château de la Belle au Bois dormant a été un véritable défi, notamment au niveau de ses tours, rien n'est trop beau pour lui. Choyé comme un monument le symbole du historique parc, hein. depuis 30 ans, C'est ça. il fait la fierté de tous ceux qui lui ont permis de retrouver 30 ans. ses lettres de noblesse. On est très fiers de notre château. On trouve qu'il est très beau, le plus beau C'est le plus beau, des oui. châteaux. Je découvre tout le temps des détails que je n'avais pas vus auparavant parce C'est le plus qu'il beau, y a un mais- niveau de détail extraordinaire. Ah, je Et dirais que pense celui d'Hong nos Kong, il est pas mal visiteurs, aussi. Ils ressentent ça aussi. Maintenant. Bien plus qu'un édifice sorti d'un conte de fées, le château Il y a est des LED du l'épicentre nouveau du sur les parc. toits. Et Oui, de tous oui, les oui, parcs ils ont Disney en incrusté des général. LED à l'intérieur. Il y ça occupe aussi. une place de premier plan. Puis ils ont essayé de faire des pauses, ils ont fait des tests de pause Le château, de LED. dans un parc Mais Disney, ils ont enlevé, c'est les ont le point enlevés apparemment. stratégique Je numéro sais pas 1. s'ils On vont les dit que remettre. dans tous ces Non, ils lieux devraient les remettre. dans tous ces espaces qui attirent du public, il faut toujours un centre. Le château joue ce rôle de centre. Bah, il est Quand on crée unique, une notre ville, château. Ouais. qu'est-ce Il a- qu'on met au il a- milieu il de a- la il ville est- en On plus, met il- aujourd'hui une mairie. À l'époque, on mettait un château. Il joue un rôle assez important en matière de régulation des flux et aussi en matière de navigation, puisque c'est une icône visuelle qui est visible À de chaque toutes parts fois, dans on le passe parc, par le si bien château. qu'on n'est jamais perdu, on sait toujours se repérer vis-à-vis du château. Les quatre coins du Si parc, le on le château voit en se fait. dresse fièrement au centre Ça. du parc, c'est parce qu'il est aussi Que le tu point de sois à convergence Discoveryland ou fin des fond de 5 Discoveryland landes, ou ces à univers Frontierland imaginaires que ou comprend le Adventureland, parc. tu le vois de loin. Lorsque Walt Disney et ses équipes ont commencé à élaborer les Non, premiers pas des plans de mairies, mais Disneyland en disons que ça veut Californie, dire c'est un le peu fait comme de une mettre mairie, le château. Tu vois, à c'est le l'avant centre du n'était parc en pas fait. une Le château. évidence. Mais C'est ça qu'il faut ils comprendre. ont très vite C'est compris le que centre mettre du le parc. château C'est le au centre milieu du névralgique du parc parc. était aussi un excellent moyen pour que les gens approchent, arrivent à Central Plaza, donc la place centrale, Et Central qu'ensuite, Plaza, une c'est fois leur vraiment photo le prise, soit lieu que tu traversent fais, le château voilà. pour entrer dans Tu le dis, hein. Fantasyland, soit tournent à gauche, tournent à C'est droite là que tu pour prends aller la dans les direction autres d'aller où landes. tu veux en fait. C'est un moyen Voilà. pour eux de faire un stop, puis ensuite de tourner dans toutes les Alors, directions. je repose la question que je vous ai posée Et là, tout à s'offrent l'heure. toutes les possibilités autour de Quand vous Central rentrez, Plaza, donc quand la vous place rentrez là comme centrale, ça, qu'on vous appelle voyez un Central hub, Plaza, vous pourrez, au même titre quelle est votre première que des destination? gares de connexion. Ce Vous sont allez à des gauche hubs de Frontierland, vous connexion, allez c'est sur le même le procédé. fond dans les Et Adventureland, c'est ou tout au inspiré fond de Fantasyland par le de la château, place de vous rentrez l'Étoile le à château. Paris, en fait. Ou alors Ils vous ont tournez conçu à le droite premier et vous Disneyland en allez Californie, ils sont à inspirés de Discoveryland. Paris. Voilà. À la manière d'un rond-point, le château permet au public Ouais, de à gauche, prendre je sais où connaissance tu de vas, toutes les Sandrine. options qui s'offrent à lui. D'un seul coup Toi, d'œil, tu sors le train et de à la ligne. partir d'un seul et Ouais, même tout lieu, ça, vous pouvez tous aller à le Frontierland public en fait, peut vous êtes comme moi en prendre fait. connaissance des diverses contrées et des directions à emprunter. Au gré de leurs envies, les visiteurs peuvent alors se promener et se divertir dans les 5 zones thématiques réparties sur l'ensemble du parc. Frontierland, première destination. Moi, je démarre des fois par Phantom Main non, Street premier USA. Frontierland des fois. Fantasyland, Quand j'ai envie. Adventureland, Discoveryland Ou Pirate pour Seb. et Frontierland. Adventureland, là, du coup. Le fait de diviser le parc en différentes lignes, c'était à l'origine pour les fondateurs du parc Voilà, l'idée il explique, de proposer à toute la famille des territoires qui correspondent à des paysages, à des territoires différents de l'imagination Disney. Alors,
Je résume ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que en fait, par rapport à chaque personne de la famille, en fait, chaque territoire correspond à. Alors, tu peux dire, admettons que la petite fille, elle va vouloir aller à Fantasyland parce que c'est les princesses. Hein. Le petit garçon aventureux, il va vouloir aller soit à Frontierland ou à Discoveryland pour les navettes spatiales ou voir Buzz, ou alors aller faire un tour du train de la mine. Et puis, ou alors les pirates, voilà, c'est un peu le truc. Et puis les parents, peut-être, qui voudront aller faire un tour d'attraction plus mûr, comme Phantom Manor, comme Pirate, ou faire un tour de Star Tour, je sais pas, voilà. Enfin bon, c'est un peu le triptyque, voilà. On a Main Street quand on rentre, donc cette rue principale. Et Main Street, c'est pour toute la famille, alors. Années 1900, qui est un fantasme de la ville de Marceline de Disney quand il était enfant. À Crush Coaster. Et une fois qu'on arrive sur Central Plaza, on a le choix entre 4 possibilités, c'est-à-dire revivre l'histoire américaine avec le Far West, Voilà. dont les pionniers Ou la conquête de l'espace la aussi. course après les pépites d'or. Autrement dit, Frontierland, où les Frontierland. visiteurs peuvent profiter Moi, c'est d'attractions mon moment emblématiques préféré. comme le train de la La mine Frontierland, c'est mon moment préféré. ou encore le manoir hanté. Phantom Manor. Il est beau, Phantom Manor. Il n'y en a pas un comme ça. Ah, j'adore. Après Frontierland, on a ce qu'on appelle Adventureland, donc on est toujours plus ou moins dans Moi, l'exploration. j'adore Frontierland, c'est mon préféré. La mer, Pas- avec pas- les pas- pas- Caraïbes et les fameux pirates, tout en ayant une dimension un peu fantasy, parce Ah, les qu'on a pirates. un rappel avec Ah, ça Peter fait longtemps Pan. qu'on n'a pas eu de pirate sur le bateau comme ça. Hein. Ça fait parfaitement le Le lien bateau, il y a avec plus personne en ce moment. Fantasyland à côté, dont la première attraction quand on rentre, c'est Peter Pan justement, où là on a Peter la Pan. retranscription Alors là, sous forme d'attraction moult des grands classiques d'attentes à Disney, Peter Pan. donc, Blanche-Neige et les 7 L'autre jour, il y avait, je crois, il y avait 45 minutes, 50 minutes. D'ailleurs, sur la vidéo, ça le voit, là, ça débordait la queue. Quelques attractions classiques des parcs Disney des États-Unis. Et ce qui est très intéressant, ce sont des attractions qui, pour la plupart, existent depuis les années 60. Ah non, un copyright, les gars, copyright. Au bout du pôle Nord sur l'équateur, il y a avec la fameuse musique entêtante que tout le monde connaît. Je chante pour évidemment. éviter le copyright. Hein. It's my world after all. It's my world after all. Et un dernier qui est thématisé sur le futur et les technologies de demain. Mais grave, je ne qui peux pas s'appelle attendre moi trop long. Tomorrowland. Mais ça, c'est uniquement aux États-Unis, puisque nous, en France, nous avons une variante un peu particulière qui s'appelle Discoveryland. Ouais. Ah oui, Discoveryland, il n'a rien à voir avec les autres Tomorrowland. Hein, franchement. Et là, vraiment le coup de génie des Imagineers, c'est de faire Discoveryland, c'est-à-dire comment dans le passé on a imaginé Le rétrofutur. notre futur. Finalement, c'est l'avenir vu par Voilà. les visionnaires. Et donc c'était H.G. Wells, c'était Jules Verne. Non, j'adore Et Discoveryland les aussi. visiteurs peuvent d'ailleurs Moi, j'adore découvrir le Space fameux Mountain, sous-marin j'adore du aller faire un capitaine tour Nemo, à Visionnaire. imaginé par l'auteur de 20 milieux sous les de mers, Buzz, si je à peux. travers l'attraction Les Ou Star Mystères Tour du aussi, Nautilus. voilà. Mais l'attraction phare de Discoveryland, c'est bien sûr Ah oui, oui. Space Mountain. Ou Hyperspace Mountain. Tiens, on va faire un débat. Là, Quand on tombe sur la version de Space Un débat. Alors, la version Space Mountain, alors, on va faire un petit débat. Vous préférez la version Star Wars actuellement ou la version Space Mountain, la 1 de la Terre à la Lune, ou la version Mission 2? Alors, dites-moi ce que vous préférez. Voilà, vous avez 1 heure. Mountain française, avec ce canon, avec ces engrenages, avec cette vapeur un petit peu partout. Mais comme bon, si parlons l'attraction était château, le sortie fin de tout terre, ça. puisque dans le livre Ouais. de Jules Verne, le canon, normalement, il est dans un volcan. Là, le canon repose finalement sur une montagne qui a été Tu vois, il n'y a plus la recouverte fumée et- comme ça. et possède Ah, tout il y a- un ça y est plus décorum maintenant, la complètement fumée. intemporel. Ça y est, Et plus, ça ils ont fait réussi partie des leur trucs qui ont pari, disparu, tu finalement, vois. à du coup rendre hommage à la culture française. Il n'y a plus la fumée au lancement dans le canon. Ah, 92, tiens, inauguration du parc. Depuis l'ouverture du parc en 1992, plus de 375 millions de visiteurs sont venus admirer le parc, le château de la Belle au Bois dormant et acheter un souvenir de Noël dans l'une de ces Qui c'est deux qui va boutiques. craquer là? Qui c'est qui va acheter des souvenirs là, de Noël? Et aujourd'hui, ils sont toujours aussi nombreux Tiens, à les vouloir images se des prendre en 25 ans, ils photo ont devant utilisé, lui. les gars. Car s'il y a un cliché à ne surtout pas manquer, c'est bien celui-ci. Bientôt le Hyperspace Marvel. Vu que c'est l'icône et qu'elle doit être prise en photo par n'importe qui à n'importe quel moment de la journée, ce serait quand même dommage que le soleil vienne faire un contre-jour. Donc, le château est exposé au sud,
pour éviter justement d'avoir cette lumière du soleil qui va empêcher les gens de profiter. Un château avec une part d'ombre, visuellement, c'est pas, ça ternit un petit peu le tableau. Alors, juste le matin, quand tu fais pas une photo de l'arrière du château, tu as le soleil en plein dans les yeux. Il fallait que le château soit vraiment visible de part en part et qu'on ait. L'essentiel, c'est qu'on ait toujours de la bonne lumière quand on le regarde de face. C'est-à-dire que quand vous serez avec vos amis en train de faire des selfies ou en train de toujours orienté vers le chéri nord devant le château, que ce soit le matin à l'ouverture ou le soir à la fermeture, il n'y aura jamais la lumière du soleil pour venir faire un contre-jour. Et ça, c'est très important et ça permet de profiter du château du matin jusqu'au soir. Et malgré la météo pas toujours clémente, les photos seront toujours très lumineuses, grâce notamment aux couleurs vives du château. On a parlé du et tout particulièrement à sa couleur rose qui recouvre sa façade et ses tours. La couleur rose. Pourquoi le château est rose en a surpris plus d'un. L'idée des décorateurs de Disneyland, c'était de trancher avec le ciel parfois un peu maussade de Marne-la-Vallée. Les deux précédents parcs, il faut se rappeler, Californie et Floride, il fait quasiment beau toute l'année. Là, il fallait une couleur un peu plus peps. Le château est rose, les toits sont bleus, enfin d'ardoise bleue. Le Disneyland Hotel est rose. Ça, le temps pourri, en Ile-de-France, osé. Donc tout ça forme une harmonie de couleurs. Ils le faire à Marseille, le parc. Donc l'idée, c'est vraiment d'adoucir. Alors j'ai appris, on va le voir après, mais ils ont dit que apparemment Toulon avait candidaté pour accueillir Disneyland Paris à l'époque. Mais ce que vous ignorez, c'est que le château comprend en Espagne, plusieurs teintes de rose, 14 au total. Je l'ai appris en regardant le reportage. Et là encore, ce n'est pas le fruit du hasard. Ah, c'est vrai, Paris plutôt. La partie basse a des teintes on aurait pu voir le voir qu'à Toulon, prononcées, et plus on monte en hauteur jusqu'à la dernière tour, le rose devient de plus en plus léger, de plus en plus clair, pour encore une fois donner ce côté élancé et qui monte dans le ciel. Essayons avec ces dégradés des couleurs de donner cette impression de perspective, comment si les châteaux, il est beaucoup plus grand. Quand on le voit de très très loin, il paraît énorme. On a l'impression que c'est une énorme architecture. De fait, il monte à une quarantaine de mètres de haut, donc c'est pas rien. Et puis, en fait, quand on s'en rapproche, on voit que c'est pas un vrai château. Un vrai château serait beaucoup plus gros, beaucoup plus haut. Donc, ce jeu d'agrandissement, le jeu de la perspective forcée, monsieur. Jouer d'une décélération de la perspective, c'est des choses que connaissent les décorateurs de théâtre parfaitement. Les ingénieurs du parc ont alors eu recours à de nombreuses techniques architecturales les plus poussées, à la construction du château. Plus l'illusion. C'est le cas également pour l'un des vitraux du château. Quand nous sommes au niveau rez-de-chaussée et que nous traversons le château, si nous entrons par le pont principal mais que nous nous retournons, nous avons effectivement un beau vitrail qui représente d'un coup une rose et de l'autre deux colombes. Et elles alternent l'apparence. En suivant la lumière, un procédé qui s'appelle le polage, qui est un procédé très spécial qui a été utilisé sur ce vitrail. On découvre ces deux symboles. La rose, c'est le don de la beauté. Et la colombe, c'est le don du chant. Et ce sont deux des dons qui ont été donnés la grâce et la beauté, quand elle était bébé, qui sont évoqués effectivement par ce vitrail très spécial. Vitraux. S'il était chez nous, on aura le château de Jacinthe pour le peu de verdure qu'il y a ici. La Belle au Bois dormant vit depuis 30 ans dans un édifice à l'architecture mûrement réfléchie. Le château de la Belle au Bois dormant, c'est un petit bijou. Je dirais même c'est de l'orfèvrerie. C'est du bel ouvrage et une fois de plus, ça se sent. On sent que ce château-là, on a ce qu'on peut presque y habiter. C'est pas un décor de cinéma. Il y a vraiment eu cette volonté pas du carton-pâte, authentique. C'est quelque chose de savoir. Le château de la Belle au Bois dormant n'est pas à la portée de l'architecte. C'est une idée un peu exacerbée du château miniature. Ce château unique au monde diffère cependant de celui du célèbre dessin animé. Seuls les arbustes présents dans La Belle au Bois dormant de 1959 ont été conservés. Je crois que les gazons, tu le dis, ils sont tendus. Et quand ils grandissent trop, ils sont retirés. C'est tendu, justement. Des fois, je crois qu'ils font. Il y a des cordices qui s'attachent parce que c'est tellement pentu. Je crois que c'est une pente dans le dessin animé de 1959. Exactement. En fait, il s'attache pour tendre le gazon. 60 ans après le dessin animé, ce il qu'attendent avec faut aussi pour tailler les arbustes. les visiteurs en venant au parc, c'est la fameuse parade.
Ah oui, la parade. Ah oui, Chaque ça... jour, 7 chars, 3 calèches et la 70 parade, danseurs le moment de la journée défilent qu'on devant le préfère. château de la Belle au Bois dormant. Alors, vous préférez vous mettre où pour la parade? Plutôt devant le château, plutôt sur le théâtre du château? Ou juste en bas de Main Street, comme ça? Moi, pour moi, la meilleure position, c'est en bas de Main Street. Hein. C'est Après, vraiment chacun... le lieu phare où se produit cet événementiel qui est vraiment un incontournable. Après, j'aime du bien parc, varier aussi. cette hein. fameuse parade. Alors là, on est vraiment dans la culture On peut se américaine. placer à la porte de parade, Festival World c'est aussi. quelque chose de proprement américain. Je me mets toujours devant le château, mais je vais essayer sur Main Street. Ouais. C'est Alors, sur souvent Main Street, tu te vers mets devant 16h, en bout 17h, d'allée. il y a quelque chose qu'on appelle un Tu vois le showstop, château c'est-à-dire au fond et tu vois les les chars chars arriver. s'arrêtent, les comme vous personnages, voyez les en vidéo. danseurs Hein, voilà. dansent sur la rue et font un maximum d'interactions avec les visiteurs qui attendent ce moment-là, qui dure quelques minutes en général. C'est là où tout d'un coup, Quelques minutes, ouais, ça dure une tous les 20-30 minutes personnages des fois. fictifs Pour des la dessins parade, animés la sont là parade devant nous, en train de danser, de chanter. 5h30. C'est Mickey, c'est Minnie, c'est Dumbo, c'est aussi toutes les princesses des dessins animés qui sont là en chair et en os. C'est le sentiment. Une heure avant, ça dépend. De fantasme. Franchement, est en réalité vrai. moi, des fois, j'arrive À un Disneyland, quart d'heure, 10 minutes, il y a 20 minutes quelque avant, chose je de te très dis, je trouve toujours des places. Hein. particulier, très typique. Après, oui, si tu qu'on as des n'appelle pas enfants dans qui sont notre- petits, en attraction. tu veux les mettre devant, il vaut mieux arriver à une demi-heure avant. Véritable démonstration de la magie du parc. Et suivant les la jours où parade des fois il y a des ravit fortes les affluences, il visiteurs vaut sur mieux une arriver des bande-son fois 3 quarts d'heure avant. ininterrompue. Mais d'autres parades ont fait les beaux jours du parc avant celles que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je préfère près du château, devant Frontierland. Ouais. Alors, à une époque, on avait la Fantillusion, qui était une parade La nocturne. Fantillusion. Ah Avec bah ça, pareil, tu un vois, showstop regarde, la qui était Fantillusion, ça devant fera le partie château, des où on vidéos, avait dans la des chars vidéo, qui se dans la prochaine déployaient, vidéo qui des histoires s'allumaient. insolites. J'en Et parlerai de encore la avant ça, à Fantillusion. l'inauguration, Je on pense avait que ce qu'on je appelait vous en la Main parlerai. Street Electrical Parade, qui est donc La Main la toute Street, première parade également la Main Street nocturne, Electrical Parade, on peut en où parler on avait aussi. énormément Ah, de je vous en d'ampoules, parlerai mais à aussi. l'époque, C'était c'était la des ampoules à première, filament, donc c'était toute c'était une la première problématique parade pour nocturne les du entretenir, parc et le premier show surtout nocturne. en cas de Voilà. temps pluvieux. Les tondeuses à gazon sont trop légères, donc oui, il est sûr que les jardiniers sont attachés. Ça, oh, Disney Mais Dream. le château d'Aurore, c'est bien plus qu'un Vous avez décor. reconnu la musique de Dream, les gars? C'est aussi l'endroit pour réaliser de nombreux Alors c'est là spectacles. qu'on va faire le débat entre Dream et Illumination. Dream Illumination, les gars. Car à la nuit tombée, depuis 2012, chaque soir, les visiteurs sont embarqués pour 20 minutes d'illumination et de magie. Et ce spectacle-là a été Disney un Dream, véritable tournant dans ou l'histoire Disney du château, Illumination, puisque à jusqu'à voir. présent, le château était façade avec attraction, mais il devenait maintenant le soir écran géant de spectacles nocturnes. C'est-à-dire qu'il y a des projections en mapping dessus avec des projecteurs énormes qui sont utilisés depuis les toits de Main Street. On peut diffuser n'importe quel type d'image, des films où justement les tours du château sont recréés et ça nous permet de le déformer à foison, de le transformer. Et ça conclut. Ah oui, délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Libéré. Avec le château comme écran de cinéma, Libéré, délivré. ce spectacle son et lumière fait le bonheur de tous les visiteurs. Je suis Le là. tout rythmé par de multiples feux Dommage que l'on n'ait d'artifice. pas 800, sinon tu aurais déjà. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ça rend le tableau magnifique au final, parce qu'il est magnifié par tous ces éclairages en arrière-plan, que ce soit devant, les projections, les feux d'artifice, les fontaines. C'est un élément qu'on peut habiller dans n'importe quelle parure finalement. D'ailleurs, Disney, le chiffre est édifiant, est le deuxième acheteur d'explosifs Après dans l'armée, le ouais. monde, d'explosifs de loisirs. Il s'agit évidemment de pyrotechnie. Voilà. Ah, le final d'Illumination, c'est le plus beau pour moi. Franchement, du meilleur que Dream. Ah, franchement, il n'y a rien pas photo. Hein. Vous voyez ça hein. Mais au final, ces spectacles quotidiens ne disposent Que 20 pas minutes, de j'étais grosses tellement absorbé à tout bombes de qui font suite que j'avais énormément de bruit, l'impression parce d'y que être déjà, il y a pendant la 30 contrainte minutes. du voisinage, il y a des habitations qui sont pas Ah, très ouais. loin, qui sont à moins de 500 mètres du parc. La vie. Le Roi Lion. Ce spectacle, inauguré D'ailleurs, pour j'ai hâte de 25 retourner ans voir au le Roi Lion et Disneyland les rythmes de la Paris, Terre. Là, est quand je désormais un reviens, moment je unique reviens au pour parc chaque vendredi visiteur prochain. qui découvre le parc. J'ai hâte de revoir le rythme de la Terre aussi. L'ensemble des effets que ce soit On ira Seb sur revoir le le rythme de château, la Terre. la projection, les fontaines et les feux d'artifice font que on est submergé de sensations et d'émotions.
Oui, lundi aussi. Hein. Et les visiteurs ne sont pas au bout de leur surprise, puisqu'un spectacle complètement inédit et encore jamais vu dans les parcs Disney doit voir le jour pour les 30 ans des lieux. Un spectacle féerique porté par des centaines de drones lumineux qui permettront de créer des images dans le ciel parisien. Pour célébrer le 30e anniversaire à Disneyland Paris, nous sommes en train de préparer une nouvelle séquence des magies à la pointe de la technologie. Là, ils ont fait des tests la semaine dernière. Quelque chose de très spécial et qui n'a jamais été fait auparavant à Disneyland Paris. Ça sera une séquence d'émotion avec la musique, on devrait avoir le 30 apparaître sous le château, les lumières, les fontaines, les lasers. Il y a plein de choses qui font que ça va être un moment magique. Franchement, dès dimanche, on va voir ça. J'espère samedi soir, on pourra avoir un pré-show d'ailleurs. Depuis l'ouverture du parc en avril 1992, le château et sa façade ont été régulièrement modifiés au gré des dates anniversaires. Pour ces un an, par exemple, Disney l'a transformé en dessert géant. En 1993, quand ils ont fêté le premier anniversaire de Disneyland Paris, c'était le château gâteau. C'est-à-dire que l'ensemble de la façade était transformé en un immense mais tous les drones sont contrôlés par ordinateur. Avec des beaux décors, avec des fraises, avec le château gâteau, de la génoise, du chocolat. Enfin, c'était très gourmand. Ça n'a duré que quelques temps, le temps de célébrer l'anniversaire. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup marqué. Pour les 1 an du parc. 4 ans plus tard, quand sort le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame, l'édifice devient le château les 5 ans, et prend des allures fantaisistes. Pour les 5 ans, Le château et pour ses 15 ans d'existence, c'est un décor de grande envergure que les équipes du parc ont proposé aux visiteurs. Alors les 15 ans, ils avaient fait le médaillon, et puis il y avait une grosse C'était un anniversaire important. Ils ont remplacé les flèches de 15 et chaque flèche avait pour y mettre à la place des personnages qui tenaient chacun une chandelle et qui, le soir venu, s'allumaient pendant une cérémonie qui s'appelle la bougie illumination. Voilà, bougie illumination. C'est le spectacle nocturne qu'il y avait pendant les 15 ans. C'était une animation relativement simple et sympathique, avec des personnages. Est-ce qu'il y en a qui ont connu le spectacle bougie illumination ou pas? Et qui était aux 15 ans déjà. Toujours plus le château d'Aurore et l'univers Disney. En 2009, un macaron représentant Mickey, Minnie, Dingo et leurs amis a été installé sur le vitrail de l'édifice pour les 80 ans de la célèbre souris. 2008, Peu importe la période de l'année, le château de la Belle au Bois dormant est au cœur de toutes les attentions. Quand vient la saison hivernale, pour le plus grand bonheur des visiteurs, il enfile alors une tenue d'apparat exceptionnelle. Ah ouais, Noël, franchement, ouais. Noël, c'est la saison par excellence pour un parc Disney. L'habillage du château à Noël, c'était beau. Donc, on peut essayer de faire des choses intéressantes. Et à Disneyland Paris, le château revêtait un habillage avec des toits lumineux, fait de LED blanche un peu cristalline, qui donnait l'impression que le château était glacé par le froid le temps de l'hiver. Et maintenant, grâce aux travaux de rénovation qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, un certain nombre d'éléments de décor sont directement incrustés à l'intérieur même de la structure pour ne plus avoir à les modifier. Je pense par exemple aux flashs lumineux qui servent à créer l'effet comme à la Tour Eiffel d'avoir un château qui brille de mille feux. Il y aura aussi des LED qui vont être rajoutés sur les toitures aussi. Uniquement pour les 30 ans, je pense. Malgré les années, rien n'a entaché le succès de ce château pas comme les autres. Il a vu le jour à la fin des années 80, grâce au génie et à la volonté de ceux que l'on appelle les Imagineers. Ce sont les artisans des parcs Disney. Américains pour la plupart, ils ont un défi, en mettre plein les yeux aux touristes européens réputés souvent difficiles. Mais pour eux, dès le départ, la partie était loin d'être gagnée. J'adore ces plans aériens du parc, c'est trop beau. En fait, ils ont une espèce de complexe d'infériorité. On sent qu'ils veulent impressionner les Français et les Européens. Il y a toujours cette idée-là qu'il faut faire mieux que ce qu'on a fait. Ils savent qu'on est casse-pied, en fait, c'est ça, les Américains. La principale difficulté a été d'en trouver un qui ressemblerait à un château des contes C'est grâce à ce monsieur qu'on a le château, les gars. Le château qu'on a actuellement, c'est grâce à lui en partie. Un château que l'on pourrait retrouver dans les manuels scolaires. On avait à un moment l'idée d'un château futuriste. On a quelques dessins qui sont assez hallucinants, mais pourquoi pas? En effet, les concepteurs du château ont dû réfléchir à la forme qu'ils allaient donner à l'édifice. Pour cela, ils se sont prêtés à différents croquis et après avoir envisagé plusieurs versions du château, ils ont finalement opté pour celle que tout le monde connaît aujourd'hui. J'adore ce dessin comme ça fait très moyenâgeux.
La Disney Company a senti qu'il était concepteur du important château. que le château se démarque des autres châteaux. Donc, ils ont pris le parti d'imaginer un château qui serait totalement différent des autres et qui aurait ce côté féerique, magique, enchanteur. Le château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris, c'est un château qui est unique au monde, déjà parce qu'il n'est pas une copie de ce qui a pu se faire aux États-Unis ou au Japon, c'est un modèle unique pour la France. Ça, pour être unique, il est unique. Le défi des Imagineers, c'est de faire un château qui marque l'imaginaire dans le pays des châteaux. Pour tous les Américains, la France, c'est le pays des châteaux. Ils se sont dit que pour la France, il fallait marquer le coup avec quelque chose de différent, de plus féerique, pour qu'ils sortent du lot. Alors, monsieur est spécialiste des parcs d'attractions, vous avez vu. Il a un beau t-shirt de Epcot. Ce château est une sorte de rêverie sur un imaginaire néo-médiéval, on pourrait dire, qui a inspiré Disney dans ses dessins animés. Et du coup, on a pris des idées des différents films et surtout de La Belle au Bois dormant. Mais ça ne suffit pas, il fallait concrètement avoir d'autres idées. Un édifice féerique, mais pas seulement. En France, pays aux 45 000 châteaux, les architectes ont dû se surpasser pour faire honneur au patrimoine hexagonal. Ils ont travaillé à procéder à un espèce de collage fantastique d'éléments empruntés à divers monuments français. Certains châteaux comme Azay-le-Rideau, Ussy ou Chambord ont servi d'inspiration puisqu'il y a certains éléments qu'on retrouve. Ouais. Les tourelles graciles qui viennent orner la façade seraient inspirées d'Azay-le-Rideau. De la même façon, les colonnes arbres à l'intérieur seraient inspirées de l'église Saint-Séverin à Paris. Alors moi j'adore les décorations des piliers d'arbres. Disney ne recule devant rien pour faire de ce château le plus bel ambassadeur de la culture française. Le château de la Belle au Bois dormant est en quelque sorte une synthèse de tout le patrimoine architectural français. Lorsque l'on regarde les vitraux, eh bien c'est l'inspiration de Chambord. La silhouette générale du château, par exemple, évoque la structure en spirale du Mont-Saint-Michel. Une des toitures représente des petits escargots. Après, on dit le Mont-Saint-Michel, mais je trouve qu'il est moins parce que le Mont-Saint-Michel est beaucoup plus plat. Il y a également une toiture qui est représentée avec des motifs en tuiles. Ça fait référence aux avec cette explication-là, mais bon, après, c'est ce qu'on dit, c'est la version officielle. Il y a également des tapisseries qui ornent les murs. C'est vrai qu'on peut dire, c'est vrai que aussi un héritage vraiment français, avec un savoir-faire typiquement français, et qui ont été réalisés uniquement pour notre château de la Belle au Bois dormant. Et leur idée, une fois de plus, c'était pas de faire un château en carton-pâte, c'est un château où il y a de l'ardoise, où il y a des vrais vitraux. Du béton et des ardoises, il y a des pierres, il y a tout. Mais pour les Imagineers, il y a du bois. Le plus dur reste à faire. Dans les charpentes. Construire le château de la Belle au Bois dormant qu'ils ont pensé durant près de 2 ans. Et évidemment, il va falloir concevoir ce château et le concevoir d'une manière conforme, homogène à l'univers Disney. Et c'est là que tout commence. Voilà, on part de zéro et on construit un château. Voilà, c'était un champ de patates. Voilà, Disneyland Paris, c'était ça, les gars. C'est donc en août 1988 que sont donnés les premiers coups de pelle, en même temps que la création de Disneyland Paris. J'avais 2 mois. L'objectif est clair. J'ai connu le gars qui faisait la Belle au Bois dormant, l'emblème du futur parc. Le château, lui, a une histoire un peu particulière, puisqu'il est l'icône de tout ce chantier et du parc. Donc, il doit très vite symboliser l'avancée de ce projet monumental. Donc, beaucoup de moyens vont être dévolus à la construction du château, de façon à ce qu'il avance plus vite que le reste de tout le chantier. Des grues. Chantier titanesque, qui s'étend sur 60 hectares, en plein cœur du département de la Seine-et-Marne. Pour les milliers d'ouvriers réquisitionnés, c'est une première mondiale. Car réaliser un château de parc d'attractions de 45 mètres de haut va s'avérer particulièrement difficile. C'est une pièce assez complexe. C'est une pièce qui comporte une attraction. Le dragon. J'adore le dragon.
un chemin thématique que les visiteurs peuvent emprunter qui résume justement un peu l'histoire de La Belle au Bois dormant. Le château, il a une base évidemment en béton bien solide et bien ancré dans le sol, parce que c'est quand même quelque chose qui prend de la hauteur. Ils sont passés par des artisans européens qui venaient d'Italie, de France, qui ont dû travailler ensemble. Ça a dû être difficile, je pense, à orchestrer. Mais n'en déplaise à certaines rumeurs, ce château n'est pas un décor en carton-pâte. Au contraire. Ce qui fait la spécificité et la singularité de ce château de conte de fées, ce sont bien ses trésors architecturaux. Ouais. Quand on voit le château, quand on arrive, c'est ce qu'on voit immédiatement. Eh bien, il y a des choses qu'on remarque. Les 16 tours du château. Elles sont réparties de manière à créer cet élancement naturel qui permet de créer cette montée jusqu'à la tour peut-être principale. Au buffet du sang, il y aura de la betterave à manger. Au buffet du Cheyenne. Le château de la Belle au Bois dormant a 16 tours. Ouais. Et 16 correspond à l'âge de notre princesse Aurore. 16, ce serait l'âge d'Aurore au moment où elle est justement piquée dans le dessin animé. On a représenté également la machine où Aurore va se piquer avec le doigt et qui d'ailleurs tourne en permanence. Si on s'approche des gardes en armure qui sont censés garder le château, qui sont tous endormis, et on peut même les entendre ronfler si on approche un peu nos oreilles. Des tours qui, pour la plupart, rayonnent de 1000 feux. Et pour cause, les architectes n'ont pas hésité à les recouvrir de l'un des métaux les plus précieux au monde. De l'or. Certaines tours sont recouvertes d'or, 23 carats. Elles sont facilement reconnaissables. Les feuilles d'or. Toutes dorées. Il y a en tout à peu près 41 200 feuilles d'or. Et alors, la feuille d'or, c'est une vraie feuille. Et dans une autre émission, ils avaient dit que ça vaut à peu près 500 000 euros en valeur marchande puisque les Imagineers ont décidé de mettre ça en hommage aux riches heures du duc de Berry, qui est un livre d'enluminure absolument magnifique. Il y a 1 demi-million d'euros sur le château. Pour réaliser ce château, les ouvriers utilisent de vrais matériaux de construction. Et comme sur n'importe quel chantier, ils doivent faire face à toutes les difficultés. À commencer par une météo parisienne, souvent capricieuse. Ah mais ça, la météo, je me dis que c'est un peu... C'est capricieux souvent à Paris. Il y a des semaines où il y a des avancées faramineuses, d'autres qui sont un peu plus lents. Le climat de Marne-la-Vallée n'a pas aidé. On s'embourbe, on tombe dans la terre en hiver. En été, dès que ça sèche, c'est à peu près potable, mais dès que l'automne revient, ça réembourbe. L'hiver, tout est gelé, c'est compliqué. Il a été difficile à réaliser parce que l'eau entrait à l'intérieur du château et ruisselait un peu partout. Et donc, c'est ce genre de choses qui ont fait que ça a été un véritable challenge et que ça a été beaucoup plus long que prévu. Je pense que les visiteurs monte ce château le soir du silence pour nous payer le parc. Même pour la deuxième fois ou la troisième fois, ne se doutent pas de tout le travail de création, pour nous payer le parc de construction que le château a impliqué. Et je pense qu'ils ne réalisent pas qu'il y a eu des artisans du monde entier qui ont été impliqués dans la construction de ce château. Ah non, le soir du silence, on regarde le pré-show et l'élimination. Dans le château de la Belle au Bois dormant, tout a été minutieusement pensé. Les architectes n'ont pas hésité à faire appel aux artisans les plus réputés à travers le monde. Les vitraux. Les vitraux, par exemple, ont été réalisés par Paul Chapman, un expert de la discipline. Monsieur Paul Chapman, ce retraité qui était cette personne était à la retraite. Alors pour la petite histoire, Paul Chapman, c'était un vitrailliste qui était anglais et qui avait plus de 80 ans quand le chantier a débuté. Il était à la retraite. Et à l'époque, on est venu lui proposer, est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur un château, mais un château de Disney. Et il a accepté parce que tout au long de sa vie, il a travaillé sur des trucs très religieux, très solennels, très sérieux. Il a même travaillé avec la reine d'Angleterre et à la rénovation de Notre-Dame de Paris. Et il racontait que c'était pour lui le moyen de faire sourire, pour une fois, de créer des vitraux qui vont raconter quelque chose de magique, d'enchanteur, qui ne sont pas autour de la religion. Avec l'or du château, je disais pour rigoler. Ah ouais, d'accord. Le château d'Aurore recèle bien des trésors non, cachés. Tu vas pas prendre de l'or sur les toits du château, mais franchement. Ah, le dragon. Le plus recherché par les visiteurs, j'adore le dragon. C'est bien entendu. J'espère que ça sera ouvert quand on va arriver la prochaine. Au sous-sol de l'édifice. Ce week-end. J'espère qu'ils vont réouvrir la tanière du dragon parce que ça fait trop longtemps que c'est fermé. Une créature monstrueuse de 24 mètres de long et qui pèse 2 tonnes. Ouais, le dragon. Ce qui en fait le plus grand robot animé. Il fait trop peur ce dragon. J'ai trop peur quand je vois le dragon. Il fait trop peur.
dans le dragon. Qui c'est qui a peur qui dit voir le dragon? J'adore le dragon. Moi aussi, j'adore le dragon. C'est une des choses que je préfère dans une bête qui vit dans sous le notre château. parc parce que c'est une très grande surprise. On ne s'attend pas du tout à trouver un dragon sur le château de la Belle au Bois dormant. S'il y a bien une chose qui fait toute la différence dans ce château à Paris, c'est bien ce dragon merveilleux. 22 mètres de long et plus de 2 Les Imagineers ont confirmé le fait que ce n'est pas le dragon maléfique. Il s'agit en fait d'un autre dragon élevé par Merlin l'Enchanteur. C'est pas le dragon maléfique pour ceux qui croient qu'ils font la confusion. Merlin est un inventeur, un chercheur, quelqu'un qui voyage énormément et au cours de ses voyages, il aurait rapporté un œuf et cet œuf aurait éclos et aurait donné vie à un dragon. Et il a donc décidé de l'emprisonner au sous-sol dans une cave où il ne risque pas de s'échapper et où Merlin peut toujours garder un œil sur lui. Et l'idée d'intégrer un dragon comme une attraction. Ah, mais c'est pour ça que des fois il y a du feu sur le château pour l'illumination. J'ai compris. C'est le dragon qui crache du feu. Ah, t'as vu, Jaco, t'as vu un peu? Je pense que nous voulions être sûrs que le château, même si nous ne l'avions pas envisagé officiellement comme une attraction, du coup, il fait le show, soit capable d'accueillir beaucoup de monde et qu'il soit en même temps un lieu de divertissement. L'idée, ça a donc été de créer cette animation dans le château de la Belle au Bois dormant, puisque il n'y a pas énormément de choses à y faire. Oh, t'as pas peur. C'est pas maléfique, ça. Nous avons construit cette colline et j'ai suggéré que nous mettions tout naturellement un dragon au sous-sol. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça a été pendant longtemps le plus gros animatronics qu'on peut trouver dans un parc Disney. Que les visiteurs du parc parce peuvent que depuis, ça a été, on va en parler juste après. Depuis, il y a eu beaucoup mieux. La façon dont on l'a construit, c'était pour empêcher la lumière du jour d'aller tomber sur le dragon, qui puisse être vraiment dans sa ceux qui veulent le revoir en vidéo, je voulais refilmer dans une vidéo de Noël. Que nous si vous voulez, on ira revoir conçu ça après pour si vous lui. voulez. Ouais, la copine du dragon Lorsque maléfique. vous entrez par le pont à l'extérieur, vous allez d'abord perdre le côté lumineux. Il n'y a pas d'éclairage. On voit rien du tout dans la tanière du dragon. Donc ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance, c'est l'introduction. Ensuite, vous allez devoir faire un petit virage Qui a peur en rentrant dans la sans tanière. pouvoir voir exactement ce qui vous attend. La seule chose qui vous donne un peu un côté teasing, c'est qu'il y a des stalactites et des stalagmites dans un coin qui révèlent une silhouette au loin. On ne sait pas encore trop ce que c'est. Le dragon. Faut pas le réveiller. Et enfin, lorsqu'on finit de faire le petit virage, on a l'action principale, le climax, c'est ce fameux dragon qui nous attend. Alors, ça me fait penser comme dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, quand le dragon dort et qui garde l'or. Il se réveille, il pas le réveiller. Il rugit, la fumée sort. Pour moi, c'est logique, dragon maléfique, mais non. Et non, c'est pas maléfique. Il y en a plein qui tombent dans le panneau, en fait. On se tient comme ça et attend qu'ils se rendent. Même les enfants, ils ont peur. Ils sont terrifiés, les enfants. C'est un petit bijou. Si vous avez des enfants qui ont peur, ne vous emmenez pas voir le dragon. Je trouve absolument. Sandrine, j'espère que les petites, elles n'ont pas peur du dragon. Mais malgré sa taille imposante et sa tanière exceptionnelle, le dragon du château de la Belle au Bois a été détrôné depuis quelques années par le parc de Tokyo, avec son immense attraction Voyage au centre de la Terre. Ah voilà, et depuis ils ont fait un dragon beaucoup plus gros à Tokyo. Voilà. Alors là, c'est encore plus gros. Si le sous-sol du château renferme bien des mystères, non, pas 45 mètres plus haut, c'est un détail particulièrement subtil que les visiteurs peuvent apercevoir. Depuis 30 ans, il suscite de nombreuses interprétations. Il y a un vitrail qui est tout en haut du château, qui est au sommet, c'est la plus haute tour du château. Ouais. Cette tour, elle est allumée tout le temps pour symboliser la présence du roi. Un peu comme à Buckingham, quand on a le drapeau et qui signifie que la reine est bien présente. Alors, est-ce que c'est Walt Disney le roi? Est-ce que c'est le roi? Non, en fait, c'est pas Walt Disney le roi, c'est juste pour dire que c'est la princesse Aurore qui est là, en fait. C'est que le roi est présent et que donc nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Et puis, un détail significatif, c'est le blason. Et le blason, c'est le blason de Walt Disney. Oui. Blason de Normandie, ouais. Un blason en hommage à la famille du célèbre créateur à la moustache. Vous le voyez sur le côté quand vous passez l'arcade du château. d'Isigny-sur-Mer, en Normandie. Quand vous passez par le côté du château à gauche. Les ancêtres de Walt Disney ont accompagné Guillaume le Conquérant au Xe siècle en Angleterre. Et quand les descendants, quand la famille d'Isigny a émigré en Angleterre d'abord, puis ensuite aux États-Unis, ils ont pris ce nom
la famille d'Isigny. Isigny est devenu Disney, mais Walt Disney restera attaché à ses origines françaises et ce blason, notamment les lions, les fameux lions normands, qui ont la particularité au parc d'être inversé. C'est la petite particularité du château. Et une petite anecdote aussi qui est très drôle, c'est que le village d'Isigny-sur-Mer propose un beurre d'excellente qualité. Le bon beurre qui est d'ailleurs d'Isigny-sur-Mer, il est bon, le bon beurre. Les tables de restaurant de Disneyland Paris. Et pour lier à jamais le château au père de Mickey, les girouettes des tours sont également estampillées de la lettre D de Disney. Évidemment. Alors Joe, avec le coup de vent qu'il y a eu, les petites flèches dorées, elles avaient un peu... qui ont alors 3 ans pour bâtir un château plus vrai que nature. Ils les ont un peu réparés. Sans relâche, ils travaillent pour respecter les délais et livrer l'édifice à temps. Et puis petit à petit, les choses se mettent en place et on voit pousser le château. Ça, c'est très émouvant de voir ça et de le suivre d'une semaine à l'autre. On le voyait sortir de terre. Le chantier a utilisé toutes les techniques les plus avancées pour le mener à bien. On parle effectivement de ces énormes grues qui ont servi à construire les tours du château. Mais ce qui était vraiment incroyable, c'était l'arrivée de la tour, qu'on appelait la T1, la plus haute tour du château. Ah, ça, c'était impressionnant, là, ouais. La pose de la tour, là. Ils ne sont pas prêts d'oublier les équipes du parc, posé la plus haute tour du château, c'était des années de travaux. La tour était construite hors site et il a été emmené et gruté en place. C'est quand même très impressionnant. On voit la tour qui se lève, qui se lève, qui se lève. Et ça pèse je ne sais pas combien de tonnes, mais c'est pas rien. Et hop, ça vient en place. Et il y a de petits moments, schlack, et ça rentre. Et là, tout le monde a applaudi. On s'est dit, ça y est, on va le faire. On y est presque. Et voilà. Et du coup, la tour est posée. Ça y est. Et maintenant, j'ai le plaisir de te laver. Alors là, c'était la cérémonie de présentation du château qui avait lieu avant l'inauguration officielle. Après 3 longues années d'intenses travaux, le château de la Belle au Bois dormant voit enfin le jour. C'était pas qu'il n'était pas encore fini. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'édifice a été dévoilé 6 mois avant l'ouverture officielle du parc, en 1992, devant un parterre de journalistes là, on était en 91 du monde entier. La présentation. Le château a été inauguré le 2 août 1991, mais n'a été présenté à la presse qu'en octobre 1991. Donc là, on a fait une grande cérémonie. Parce que et ça a annoncé l'ouverture du parc le 12 avril. Et donc, on a fait une espèce de présentation du château de la Belle au Bois dormant. Le but était de vraiment montrer que le chantier avançait et qu'ils allaient être dans les temps. Non, mais il y avait son neveu qui était là ce terminé. On va dire que de l'extérieur, ça faisait très beau, mais les médias ont pu déambuler dans un Main Street encore avec des échafaudages de part et d'autre, des ouvriers qui mettaient encore de l'enduit, qui construisaient les bâtiments. C'était quelque chose vraiment de très, 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 très spécial, surtout avec presque rien autour encore à l'époque, avec seulement le château qui se dressait au milieu du parc, comme un élément de féerie au milieu d'une ambiance extrêmement concrète de construction. Walt, il est mort en 66. 30 ans après la construction, le château d'Aurore et le parc pourquoi tu le savais, moi? Il faut connaître les dates par cœur, les gars, interrogation écrite. Et le château surplombe plus que jamais les 5 landes qui s'organisent autour de lui. Il est né le 5 décembre 1901. Il est mort le 15 décembre 1966. On voit à peu près tout le temps et vers lequel on revient, parce que l'expérience du parc se fait par des boucles. En fait, il n'a pas eu le temps de voir la création de la fin du roi du château qui sont là finalement comme point de repère, comme GPS. C'est Roy, son grand frère qui a fini le boulot. Un château GPS au service des visiteurs, mais aussi de la firme Disney. En 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 992 millions d'euros. Ah ouais, en 2001, 900 millions d'euros. Mais bon, après, là, depuis, ça a dû augmenter. Les augmentations qu'il y a eu. Ouais.
Disney, c'est une expérience intégrale. C'est-à-dire que c'est pas lui qui avait pensé à venir en Europe, mais bon, disons je que dois c'est vendre Monsieur des Eisner, entrées. le président de la Disney, Walt Disney aujourd'hui, Company, mais depuis l'origine, doit vendre beaucoup de choses et pas simplement des entrées. Voilà. Monsieur Merchandising. Alors, je te disais, Sandrine, Walt Disney, lui, évidemment, a merchandising, food, il faut vendre, il faut vendre. Il n'y a pas que les entrées qui comptent. Soit subjugué il faut augmenter les prix, il faut faire les passe-passe payants. Allez, hop, et l'expérience intégrale, de quoi est-elle faite? Elle est faite donc de l'entrée, elle est faite le business a été repris par l'hôtellerie, elle est faite de la restauration et elle est faite de quelque chose qui est fondamental dans le business model de Disney, c'est le merchandising et le licensing. C'est-à-dire tous les produits qu'on vend. Et évidemment, ces produits dérivés sont essentiels. Donc les boutiques dans les parcs sont absolument fondamentales. Voilà de quoi est fait le business model de Disney. Déguisement. Les déguisements, les robes pour les petites filles. Cadeaux souvenirs. Les peluches. Là encore, la localisation de ces boutiques a été mûrement réfléchie. À la sortie des attractions. Important. Elles sont positionnées de façon stratégique à la sortie des attractions. Ces boutiques, c'est exactement comme papa, une place de marché. Tu m'achètes Eh bien, la Disney robe. a inventé une place de marché. C'est-à-dire qu'il a fait venir des concessionnaires, il a fait venir des gens qui vendent des produits de façon à enrichir l'offre de Disney. On estime que le public achète plutôt une grande majorité de ces objets souvenirs sur le chemin du retour, plutôt que le matin en se dirigeant vers l'intérieur du parc, puisqu'il s'agit, comment dirais-je, avec encore une fois l'achat de souvenirs. Alors le grand patron de tous les parcs, c'est la Josh mémoire, D'Amaro, le souvenir d'une journée passée en famille. De la filière Park Resort Experience Product, au pied du château, Consumer Product, c'est en réalité tout après, un ensemble de magasins que l'on retrouve sur Main Street USA. Bob Chapek. Si vous regardez les boutiques de Walt Disney, un côté un peu garçon, un côté pas un que peu les parcs, fille, ils gèrent aussi et ça se les répond films, le toujours cinéma, tout le pour reste. attirer la clientèle. L'idée de génie finalement de ce Main Street qui permet d'amener au château, c'est que Josh D'Amaro autant le matin on le traverse parce qu'on est attiré par le château et on a envie d'explorer, autant le soir qu'on retraverse pour aller vers la sortie, toutes les boutiques sont là, on se dit tiens, ce serait quand même sympa de rapporter quelque chose de ma visite. Ah, tu m'entends mal? Une expérience à part entière que vit chaque visiteur en venant à Disneyland et que l'on doit à un homme dont vous connaissez forcément le nom, Walt Disney. 40 ans plus tôt, le père des dessins animés imagine un lieu où petits et grands peuvent se divertir ensemble. Ah, le son de la vidéo, ok. Attends, je baisse un peu le son alors. I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where the parents Josh D'Amaro, c'est le président des parcs dans le monde. Celui qui s'occupe des parcs. Et après, au-dessus, tu as Bob Chapek. Ce visionnaire n'a alors qu'une idée en tête. Réinventer les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions de la génération de Walt Disney, c'est Coney Island. Coney Island, c'est le grand parc d'attractions. À l'époque, les parcs, c'était pas comme aujourd'hui. Du 19e siècle. Un peu des poubelles. Les petits New-Yorkais veulent aller à Coney Island. Mais Coney Island, ce sont des attractions, il n'y a pas d'univers proposé. Pas de thématisation. Ça n'avait absolument rien à voir. Il n'y avait que des fêtes foraines et c'était des montagnes russes, 3 manèges et une femme à barbe. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que Disney envisageait. Et donc, il va aller en Europe, il va aller au jardin de Tivoli à Copenhague, par exemple, pour essayer de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Ce que se dit Disney, c'est que les attractions doivent être au service de l'imaginaire et non pas l'inverse. Toutes ces attractions doivent servir finalement ce monde onirique que je propose. Et voilà pourquoi il y a eu l'idée de faire à Disneyland un parc pour les familles, pour les enfants. La révolution du parc d'attractions pour tous les âges. Disney avait 50 coups d'avance et dès qu'il avait une idée, elle devenait possible. Il fallait y aller, il fallait se lancer, etc. Come to this happy place. Welcome. Disneyland in July. Le 17 juillet 1955, quasiment de un an après le début des travaux, le parc de Disneyland à Anaheim, en Californie je crois qu'il y a un reportage, il me semble, mais je crois que il faut que je le mette d'ailleurs. Je l'ai enregistré la dernière fois, c'était à Noël, il faut que je le remette. Et en plus, il avait réalisé des espèces de documentaires qui montraient l'évolution du chantier de Disneyland, donc une émission qui portait le nom de Disneyland sur la chaîne ABC à l'époque. Ça avait fait à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz incroyable, ce qui explique pourquoi ça a eu du succès assez vite. Car même si le parc n'est pas tout à fait fini, c'est une véritable marée humaine qui vient découvrir le monde imaginaire c'était la folie, de Walt l'ouverture du parc en 55, c'était la folie. 17 juillet 55.
Le parc, quand il ouvre, rencontre un succès finalement presque inespéré. Blindé, le parc était complet le premier jour. Supérieur aux attentes de leurs concepteurs se presse aux portes de Disneyland. Il se murmure même que des visiteurs se seraient munis d'échelles pour pénétrer de façon tout à fait illégale dans le parc. Et qui ont sauté les barrières pour entrer. Va avoir l'idée finalement d'agrandir ce parc. Il est au firmament finalement de sa notoriété au milieu des années 50. Il y a vraiment la folie des grandeurs, mais son territoire, c'est pas un territoire réel, c'est le territoire des rêves. C'était pareil à Anaheim en Californie, il n'y avait rien là-bas aussi. C'était un champ, c'était une orangerie qu'il avait acheté pour quelques dollars, je veux dire, Walt. Il avait acquis les terrains pour pas très cher pour l'époque. De Californie, deux autres parcs voient le jour. Depuis, la ville s'est agrandie autour du parc. En 1971 et à Tokyo, au Japon, en 1983. Voilà. Et 9 ans plus tard, c'est en Europe que la célèbre marque aux grandes oreilles va s'implanter sous la houlette de Michael Eisner, le président de la Walt Disney Company. Voilà, Monsieur Michael Eisner. Et Monsieur Chirac, Rick Popper, son nom. For the best, avec son accent français. Là. Les différentes villes candidates s'annonce particulièrement rude. Alors, il y avait l'anecdote, c'est que Monsieur Chirac ne voulait pas que Mickey signe la convention à ce moment-là. Pour accueillir au départ, que Disney, Eisner voulait que ce soit Mickey qui vienne signer, mais M. Chirac a refusé. Il y a eu des candidatures. On sait très bien que non, il y a deux parcs aux USA. Il y a Walt Disney World et Disneyland. Et Marne-la-Vallée. Derrière il Marne-la-Vallée, il y avait bien entendu Paris et la région d'Île-de-France. C'était donc un enjeu extrêmement important. C'était un enjeu économique considérable. Ouais, ça fait Chirac. Et c'est finalement Marne-la-Vallée, à l'est de Paris, qui remporte à l'époque, il était Premier ministre, Jacques Chirac, pour la petite histoire. Le site n'est encore qu'un vaste champ de betteraves. Un champ de betteraves. Disney avait calculé que ce serait un bassin de 50 millions d'habitants qui vivaient à 2 heures de voiture, et un bassin de 310 millions d'habitants à 2 heures de vol. Il était donc acquis pour eux que l'Europe représentait un marché plus large encore que les États-Unis. L'État français a vu qu'il y avait une opportunité absolument fascinante et parfaite pour développer l'Est de Marne-la-Vallée, qui était un peu moribond et il ne savait pas trop dans quoi il pouvait s'orienter. Donc Disney allait donner cette impulsion, mais ça c'est d'un point de vue politique. Le grand public et un peu plus particulièrement l'intelligentsia française a vu ça d'un très très mauvais œil. Ah, le 6, c'est à Tokyo, c'est Tokyo Disney 6, c'est le deuxième parc de Tokyo. Disneyland Paris, que l'on appelle à l'époque Euro Disneyland. Alors j'aime pas qu'on dise Euro Disney, les gars. Un chantier franchement, quand j'entends quelqu'un aujourd'hui dans la rue qui me fait « Tu vas à Euro Disney ?» 1988 j'ai envie de le frapper. 1992. Enfin, je sais que c'est pas bien, mais on dit plus Euro Disney depuis des années, les gars. Au total des travaux, 22 milliards de francs, soit 5 milliards d'euros. Mais pour les représentants de la Walt Disney Company, Mickey, qui se de prendre du retard. Ça représente un investissement considérable de la part de la Walt Disney Company. Et Michael Eisner a donné depuis longtemps la date d'ouverture, 12 avril 1992. Donc on sait très très longtemps à l'avance quand est-ce que doit être le jour d'ouverture. C'était incroyablement intense. On n'avait finalement pas énormément de temps pour tout faire. Voilà l'ouverture. Alors, juste pour la petite histoire, le château, là, comme ça, il était dans cette couleur-là. Lors de la soirée du Nouvel An cette année, je ne sais pas si vous avez fait attention là, sur le vlog que vous avez sorti, le château cette année, pour le Nouvel An, il était aux couleurs comme ça. Ils ont fait un mapping qui rappelait 92, justement, cette année. Donc c'était, voilà, juste pour le petit clin d'œil sur le château. Ouais. Et le 12 avril 1992, comme prévu, la 4e destination Disney est inaugurée en grande pompe à Marne-la-Vallée. Voilà. Donc c'était l'émission qui était retransmise en Mondovision. Voilà. Ah, il est là, à droite, c'était le Roy E. Disney, c'est le neveu de Walt. Voilà, le gros ciseau, on coupe le ruban, et voilà. Donc là, c'était l'inauguration de la veille au soir du 11 avril. Il y avait l'inauguration le 11 avril. Une cérémonie prestigieuse est organisée pour l'occasion. C'était l'ouverture à la presse. Suivie par 11 millions de téléspectateurs en France, ce qui en fait l'une des meilleures audiences de l'année. Une soirée exceptionnelle où se pressent de nombreuses stars internationales. Alors aujourd'hui, on ne pourrait plus faire une émission comme ça parce que c'était une grosse publicité pour Disneyland Paris et à l'époque, c'était maintenant depuis à la télévision, on ne peut plus faire ce genre d'émission. Voilà. C'est pour ça qu'à l'époque, ils ont inauguré les studios en 2002.
ils ont fait une émission qui était à Disneyland Paris, mais qui n'était pas consacrée à l'inauguration proprement parlée. Voilà. Figure importante de la famille. Pour nous, francophones, on a peut-être souvenir le soir de l'inauguration, un certain Jean-Pierre Foucault et David Hallyday qui animaient cette soirée de gala. Te voilà, mais t'étais où? Jean-Pierre Foucault et David Hallyday qui présentaient l'émission. T'étais en train de faire une attraction. Je sais pas qu'il y en a qui ont vécu ça. On va dire que c'était vraiment le grand lancement de ce qui devait être on se fera l'émission, ça vous dit. C'est le plus grand regardera l'émission, projet immobilier du XXe siècle. Après le 12 avril, si vous voulez, on se fera l'émission. À la fin du XXe siècle, après la Défense. C'est vraiment un projet colossal. Eh bien, on se dit au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les pays francophones qui nous ont suivis. Thank you very much, David Hallyday. Thank you very much, Monsieur David Hallyday. Le château de la princesse Aurore fascine les petits comme les grands depuis 30 ans. Un emblème qui n'a pas pris une ride et qui a su tirer son épingle du jeu parmi ses homologues américains et asiatiques. Je me rappelle très bien d'avoir vu cette ouverture sur TF1. Ah bah oui. Le château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris est unique à plusieurs mesures. Déjà parce qu'il est revenu aux sources même des inspirations des parcs Disney américains, donc la France et le côté moyenâgeux médiéval avec ses châteaux qui existaient déjà. Et surtout, les Imagineers de l'époque savaient qu'il y avait déjà eu un château de la Belle au Bois dormant en Californie, qui était le modèle original. La grande différence avec les autres parcs, c'est que ce château, il est sorti de l'imagination. Ce n'est pas un château qui est la copie d'un autre château existant, notamment les deux parcs américains qui sont la copie conforme de châteaux qui existent. Notamment, c'est le château de pour les 100 bits, pour le parc californien et ce sont les châteaux de la Loire pour le parc floridien. J'adore ton logo. J'ai visité tous les parcs Disneyland du monde. Le château de Disneyland Paris, c'est le château le plus beau. Alors, il y en a qui sont plus gros, comme à Shanghai, il est plus imposant. À Tokyo aussi. Ils sont différents, mais je trouve que ce château-là, de contes de fées, va parfaitement bien avec un parc Disneyland. Ah oui, ça fait 30 ans, plus 5, plus 15. Si à Tokyo, il s'agit du château de Cendrillon, comme en Floride, celui de Hong Kong, en Chine, a lui subi récemment une véritable métamorphose au nom de la diversité de l'univers Disney. Le château d'Hong Kong est le seul... le château de Hong Kong, il est beau. Moi, j'aime bien, franchement, le château d'Hong Kong aussi. Il me rappelle un peu celui de Réponse dans le style des tours. À notre époque, justement, là, c'est sur le côté multiculturel, la diversité en général. Les Imagineers ont décidé d'offrir un château qui soit la synthèse de 13 dessins animés, de 13 princesses de Disney, un hommage le Castle of Magical Dreams. Donc finalement, chaque château a sa singularité. Ouais. Parce qu'au départ, ils avaient construit le château de Hong Kong à la copie conforme de Disneyland de Californie. Et au final, là, ils ont préféré du coup le transformer complètement. De dévoiler tous ses secrets. Il a complètement été transformé, ce château. Il a pris de la hauteur et puis il est devenu l'icône de l'entreprise, peut-être même davantage que Mickey Mouse aujourd'hui. Donc il joue un rôle en matière d'image qui est absolument capital pour l'entreprise. Mickey Mouse. Considéré par beaucoup comme le plus beau de tous les châteaux des parcs Disney à travers le monde, il incarne à jamais l'image d'un édifice à la fois fantaisiste et incroyablement intemporel. C'est fou parce que les historiens de l'architecture ont souvent un peu mépriser cet objet du Disneyland comme étant un objet de culture populaire. Moi, je pense au contraire que c'est un objet extrêmement sophistiqué qu'il faut regarder avec beaucoup de sérieux. Il n'empêche qu'encore une fois, c'est une très grande réussite architecturale. 30 ans après, on se rend compte qu'il a été restauré, il est encore plus beau qu'avant. Pour les visiteurs, comme pour les employés du parc, ce château tient une place à part dans leur cœur. Alors on y tient. Un édifice synonyme de rêve permanent. C'est tellement une pièce culte. Déjà, rien qu'à l'ouverture, c'était un élément qui était sur tous les visuels, presse, qu'on retrouvait un petit peu partout. Donc, il était instantanément culte. C'est difficile d'imaginer que le château s'efface par rapport à une autre attraction.
quand je discute maintenant avec des jeunes, c'est très étonnant parce que ils ont des souvenirs d'enfance très émouvants autour du château quand ils ont vu la première fois le château. Ce n'est pas mon château, c'est le château de tous les gens qui viennent visiter Disneyland Paris. Et il est le résultat du travail de dizaines de personnes. Donc moi, je n'ai fait qu'apporter ma pierre à l'édifice. Chaque fois que je le vois, je suis émue. Il y a des moments où j'arrive et les nuages se séparent. Il y a un rayon de lumière qui lèche le château et la feuille d'or brille. C'est très, très émouvant. Émotion. Voilà, c'est la fin du reportage. À 30 ans, le château de la Belle au Bois dormant est sans aucun doute. Bon, après, ils ont mis un reportage sur le parc Astérix juste après. Le château va avoir. Bien sûr, je ne l'ai pas mis. Hein, quand je pense à ça, moi, c'est une grande émotion. Et je réalise qu'il est toujours là comme symbole, toujours aussi beau. Et que l'ensemble du parc Disneyland Paris est toujours aussi beau. Il y aura toujours cette aura, cette lumière divine qui entoure un parc Disney, puisque quand on vient dans un parc Disney, il y a le nom, c'est Disney. Parc Astérix, je suis jamais allé au parc Astérix. Il faudrait que j'y aille. Voilà, donc c'est tout pour... Je coupe le son parce que copyright oblige. Voilà, j'ai pas envie de me faire restrike le truc là. Voilà, donc, oula, pourquoi ça a remis? Hop, voilà. Ouais, il faut y aller en été, ouais, le parc Astérix, voilà. Juste, je vais faire un truc. Alors, on va juste couper pour YouTube, et après, si vous voulez, on reste un peu discuter sur Twitch. Du coup, là, je coupe juste pour la rediff pour YouTube, là. Alors, merci d'avoir suivi cette rediffusion sur YouTube, les amis. Voilà, je vous souhaite à tous, donc, bien sûr, continuez à me suivre. Avec les 30 ans qui arrivent, là, on va bien sûr y avoir des vlogs, évidemment, il va y avoir des lives depuis le parc, donc plein de bonnes choses vont arriver sur la chaîne, donc restez connectés pour les nouveautés, pour découvrir toutes les nouveautés du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Bien sûr, je serai sur le parc le 6 mars pour vous montrer du coup les lancements des festivités du 30e anniversaire. Comme là, aujourd'hui, vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitch. Donc, comme ça vous permettra de pouvoir, la prochaine fois, d'être avec nous dans le live. Donc, merci de pouvoir venir sur Twitch une prochaine fois. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je précise que là, c'était la réaction. Et du coup, la vidéo, vous pouvez voir la vidéo sans la réaction. Vous pouvez bien sûr aller la voir et je vous mettrai la notation de fin pour aller voir la vidéo en question du coup du reportage de RMC Story, les secrets du château de Disneyland Paris. Voilà. Bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Salut!